C'était la première fois que le monde moderne était confronté à une entreprise terroriste de cette ampleur-là. Et le fait que justement les organisateurs des Jeux et les Allemands aient été si mal préparés à riposter montre à quel point cette irruption de la violence politique sous cette forme-là était quelque chose de terriblement choquant et d'ingérable pour le monde à l'époque. Et aujourd'hui, finalement, on se retrouve sous d'autres formes du terrorisme, mais qui sont héritières de ce qui a été posé là en 1972. Mon père travaille en Allemagne, donc j'ai vécu aussi les événements, non pas à Munich directement, mais dans une ambiance quand même allemande, devant la télévision allemande, et dans cette ambiance de tout un peuple, de toute une nation, qui, par cet événement, qui était censé être joyeux. En allemand, d'ailleurs, le slogan officiel de ces Jeux Olympiques était Die heiteren Spiele, les Jeux joyeux. C'était ce que l'Allemagne s'était choisi comme motto, comme motif pour cette compétition. Et donc je baignais aussi, moi, petit garçon de 7 ans, dans cette ambiance qui s'interrompt brutalement le 5 septembre, le matin du 5 septembre, par cette prise d'otage, l'irruption de la violence, cette brutalité atroce qui va se solder par la mort des 11 athlètes. Ce qui m'est resté vraiment jusqu'à aujourd'hui comme quelque chose de très fort, c'était le lendemain matin, quand je me suis levé pour aller à l'école et que mon père était en larmes parce qu'il venait d'apprendre à la radio la mort des 11 athlètes israéliens, qu'on a appris que le lendemain matin pour le grand public. Et donc pour un petit garçon déjà de 7 ans de voir son père pleurer, c'est quelque chose de marquant. Et puis ce qui m'a encore plus troublé, c'était le silence de mon père. Mon père ne voulait ou ne pouvait pas, ne savait pas répondre à mes questions. Je dis mais pourquoi ils les ont tués Et cette difficulté de mon père à expliquer les raisons de cette tragédie me sont restées comme quelque chose de, voilà, un souvenir qui m'a jamais quitté. Pendant 3 jours, on a meublé des heures et des heures d'antenne avec pas d'éléments, mais avec l'obligation pour les journalistes d'être à l'antenne et de raconter des choses sans être sûr de ce qu'ils disaient. Cette question de la responsabilité, de ce qu'on dit. Et en 72, c'était encore pire, parce que, enfin, je ne sais pas si c'est pire ou mieux, parce que dans justement les bandes que j'ai retrouvées, il y a une sorte d'innocence encore des journalistes, c'est-à-dire qu'ils disent tout le temps qu'ils s'excusent parce qu'ils n'ont rien à dire ou parce qu'ils ne comprennent rien à ce qu'ils voient ou parce qu'ils ne savent pas décoder ce qu'ils voient. Aujourd'hui, les journalistes avec beaucoup d'aplomb vous racontent beaucoup de choses pendant des heures sans être sûrs du tout de ce qu'ils disent. Donc je ne sais pas ce qui est mieux entre les deux, mais la situation de base est un peu la même, c'est-à-dire qu'on est obligé de commenter des images qui tournent sans qu'on ait la moindre maîtrise et la moindre clé pour finalement les analyser, les commenter, ces images. Dans mon écriture, je tente d'être toujours au plus juste, vraiment de l'émotion, et donc de tendre vers à la fois une grande sobriété, parce que la justesse pour moi souvent ça veut dire
trouver le mot juste, et parfois c'est un mot, et enlever l'adjectif qui serait de trop. Donc dans mon écriture, c'est un peu artificiel de séparer les choses comme ça, mais schématiquement parlant, ça se passe quand même comme ça. Il y a d'abord une phase un peu de jaillissement, ou d'inspiration, où les histoires me viennent, où les personnages me prennent un peu par la main, où la dramaturgie avance, j'écris mon histoire. Et puis après vient vraiment le moment du travail acharné qui peut prendre des mois et des mois, où là c'est plutôt très souvent un travail où j'enlève, où j'essaie de tendre vers l'épure pour vraiment encore une fois être au plus près et au plus juste de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'essaie d'exprimer.